Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos, si vous les appréciez bien sûr, afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, on va parler des derniers délires financiers de Donald Trump et en particulier concernant la défense. Alors nous allons parler du Golden Dome, bien sûr, du F-47, du F-35 bimoteur, du LGM-35 Sentinelle, donc les nouveaux missiles nucléaires intercontinentaux qui doivent remplacer les Minuteman III, de très très vieux missiles intercontinentaux nucléaires qui datent des années 70. Donc là, vous allez me dire, il était temps. Ça, c'est vrai. C'est l'exception qui confirme la règle. Et évidemment, tout cela, bien entendu, en armant Israël, en armant l'Ukraine, en armant Taïwan, bien que pour Taïwan, ça soit un cas particulier, puisque Taïwan est certes armé, surtout en défense antiaérienne, mais Taïwan paye pour cela. Mais d'un autre côté, il n'en demeure pas moins que cela épuise le complexe militaro-industriel américain déjà très à plat. Donc ces délires budgétaires de la défense, en plus extrêmement ambitieux, bref, à l'image de Donald Trump, bien évidemment, il ne pouvait en être autrement. Eh bien, j'ai envie de vous dire, où va-t-il trouver tout cet argent alors que les États-Unis sont dans un état économique déjà catastrophique? Et on va regarder, comme d'habitude, beaucoup d'articles. D'abord des articles pour montrer l'état économique des États-Unis, mais aussi un petit peu l'état sociétal. Et tous ces projets complètement fous qui coûtent des milliers de milliards de dollars, et je pèse mes mots en disant ça, avec un budget de la défense qui est passé de 840 milliards de dollars à plus de 1000 milliards de dollars. Et ce nouveau budget de la défense, je ne l'inclus même pas dans ma vidéo. Ça devrait s'ajouter, mais je n'en ai pas parlé afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc tous ces projets complètement fous, alors fous dans le sens ils sont ambitieux de manière déraisonnable et ils sont dépensiers de manière absolument déraisonnable. Bon, si les États-Unis étaient dans un état économique tel qu'elle était dans les années 80-90, j'ai envie de vous dire, ça reste déraisonnable, mais pourquoi pas dans le temps, on va dire dans le long terme, pourquoi pas. Sauf que là, l'état des États-Unis est catastrophique économiquement. On a une dédollarisation qui prend un chemin tout à fait, on va dire, inquiétant, tout du moins aux yeux de Donald Trump et de J.D. Vance, et ils ont raison d'être inquiétés, puisque le dollar fort et hégémonique, c'est ce qui permettait aux États-Unis d'imprimer à l'infini des dollars et d'ignorer de manière extrêmement irresponsable la dette publique nationale américaine. Et on verra dans les articles qui vont suivre des informations très intéressantes à ce niveau-là d'ailleurs. Et n'oublions pas que tous les ans, eh bien, les États-Unis doivent faire face à un shutdown, c'est-à-dire à la banqueroute des États-Unis, étant donné que leur dette atteint maintenant 36 000 milliards de dollars, ce qui est complètement fou. Et pourquoi je parlais d'irresponsabilité? C'est une irresponsabilité qui s'étale sur des décennies. Tout ça pour se reposer sur les lauriers du dollar hégémonique. Le problème, c'est que le dollar commence sa descente aux enfers, lentement mais sûrement, et au lieu de se la jouer bon père de famille, étant donné l'état actuellement catastrophique de l'économie américaine, Donald Trump fait une fuite en avant.
encore plus irresponsable que ses prédécesseurs. Alors évidemment, tout ça ne peut mener les États-Unis que droit dans le mur, sachant que même sans ça, les États-Unis allaient droit dans le mur. Avec cela, c'est une accélération vers le mur. Donc les décisions de Donald Trump sont suicidaires économiquement. Il ne pense qu'au prestige, qu'à la puissance des États-Unis qui doit être restaurée, mais il n'a toujours pas compris que l'ancien temps, c'est fini. L'Amérique, première puissance mondiale hégémonique, pouvant être le maître du monde sans problème, comme c'était, il est vrai, le cas dans les années 80-90 et même début 2000, tout cela est bel et bien fini. Avec la Russie montante, l'Inde montante, la Chine montante, le règne absolu des États-Unis est fini. Il est vrai, encore une fois, auparavant, les États-Unis étaient non seulement d'une puissance énorme au niveau militaire, mais ils étaient d'une puissance énorme, hégémonique, concernant la puissance économique. Ils avaient ces deux facteurs-là avec eux. Maintenant, ils ne sont plus ultra puissants militairement et ils ne sont plus ultra puissants économiquement. Et j'en veux pour preuve une diplomatie à l'international toujours plus agressive, toujours plus brute, menaçante, car les États-Unis maintenant sont obligés de menacer perpétuellement leur politique extérieure. Ce n'est basé que sur des méthodes de terroristes, de voyous et de brutes, uniquement. Avant, les États-Unis, il leur suffisait de demander à un pays de s'écraser, de mettre un genou à terre, et immédiatement le pays en question mettait un genou à terre. Évidemment, ce genre de diplomatie n'aurait jamais pu marcher, même dans l'ancien temps, avec la Russie, la Chine ou l'Inde, bien évidemment. Ça ne marche qu'avec des pays moyens ou faibles, bien sûr. Donc tout cela est en réalité pour les États-Unis très inquiétant et malheureusement Donald Trump ne peut pas s'empêcher de vouloir à tout prix retrouver cette puissance d'antan qui est une illusion. Ça ne reviendra jamais comme avant. Ce temps-là est bel et bien fini. Bon, en attendant, moi, ici, dans cette vidéo, je vais vous faire une description de ces plans complètement fous concernant la défense. Et nous verrons bien, peut-être parviendra-t-il à réaliser au moins un projet sans amener les États-Unis vers la pente glissante de la pauvreté. Bon, bref, tout cela est très 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 présomptueux de sa part concernant cette défense de science-fiction qu'il veut. Et il est bien possible, comme je l'ai vu avec certains économistes américains qui déjà avertissaient le gouvernement, leur propre gouvernement, que peut-être ces plans qui vont coûter des milliers de milliards de dollars vont peut-être être les facteurs de basculement qui vont précipiter les États-Unis dans un effondrement total. Alors évidemment, certains pourront dire que tout ça est très pessimiste et qu'en réalité, les États-Unis s'en sortiront comme toujours, toujours avec les mêmes grosses ficelles. Je n'en suis pas sûr, loin, loin, loin de là. Bref, commençons avec les articles. Vous en saurez beaucoup plus de manière infiniment plus détaillée. Alors, tout d'abord, on va commencer avec un article de Club Patrimoine qui nous dit les États-Unis perdent leur triple A pour la première fois, un désaveu économique en pleine campagne. Donc ça date du 19 mai. L'agence de notation Moody a annoncé le retrait de la note maximale AAA attribuée jusqu'ici aux États-Unis. Cette décision marque une rupture historique. C'est la première fois que les États-Unis perdent leur AAA chez Moody's. Dernière des trois grandes agences à maintenir cette évaluation jusque-là. Standard & Poor's avait abaissé la note en 2011
et Fitch en 2023. Alors là, on peut dire quand même que c'est un signe très fort, négatif, à l'international concernant la vraie santé économique américaine. Alors là, d'après Investor, on a quelle est la dette totale des États-Unis et qui en est propriétaire. On voit que la dette nationale est d'environ 36 000 milliards de dollars. Donc en fait, c'est tellement incroyable comme chiffre que effectivement les États-Unis peuvent être très inquiets, car ça fait des décennies qu'ils laissent filer la dette, alors par un mélange d'incompétence crasse et d'irresponsabilité crasse. Quand je parle d'irresponsabilité, c'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas pensé au futur, ils n'ont pensé qu'à l'instant présent, et ils ne pensent qu'à l'instant présent depuis des décennies, ce qui fait que ce sont les générations futures qui paieront leur irresponsabilité, sans compter qu'ils ont fragilisé considérablement l'économie américaine qui était pourtant extrêmement florissante dans les années 60 par exemple. Donc le fait de s'être endetté à ce point-là et de s'être dit on est la première puissance mondiale éternellement, tout le monde achète du dollar éternellement, donc éternellement on peut laisser filer la dette, évidemment il y aura un retour de bâton extrêmement sévère qui feront que peut-être les États-Unis deviendront un État du tiers-monde véritablement, par exemple d'un petit pays africain. J'exagère à peine. Ça, c'est si le retour de bâton à l'intensité maximale. C'est-à-dire, par exemple, si, comme on va le voir là tout de suite, si les États étrangers qui ont acheté de la dette américaine voulaient être remboursés, par exemple. Là, regardons. Là, c'est les pays, voilà, par ordre d'importance qui ont de la dette américaine. On voit que le premier, c'est le Japon, avec 1,1 millier de milliards de dollars. Après, c'est la Chine, la Grande-Bretagne. Bon, bref, imaginez que le Japon ou la Chine, parce qu'à ce niveau-là, ça fait aucune différence, décide que les États-Unis doivent rembourser la vente des dettes nationales de la Chine, par exemple. Imaginez. Eh bien, si par exemple un des 5 pays là décidait de vouloir se faire rembourser complètement la dette, eh bien les États-Unis seraient complètement à plat. Les États-Unis seraient complètement immobilisés. Ça deviendrait un pays du tiers-monde, quasiment du jour au lendemain. Et je n'exagère pas. Alors bon, pour des raisons complexes et pour un équilibre économique mondial, les pays ne font pas cela, bien évidemment, en particulier les alliés, mais imaginez que les États-Unis soient en guerre avec la Chine. La Chine pourrait très bien faire cela. C'est un levier tout à fait possible euh, pour mettre à genoux les États-Unis. C'est un levier tout à fait possible et utilisable. Voilà. Donc encore une fois, heureusement, comme il y a une économie mondiale qui se tient avec énormément d'interactions, la Chine ne va pas faire ça, tout du moins. Quoi, tant qu'il n'y a pas eu vraiment une guerre ouverte entre les États-Unis et la Chine, tout du moins. Mais la Chine a un levier de pression contre les États-Unis qui est absolument gigantesque, faramineux même. En fait, la Chine pourrait très bien mettre à genoux du jour au lendemain les États-Unis. Et là, on ne parle que si la Chine faisait cela. Imaginez qu'il y ait 2 ou 3 pays qui fassent cela. Bon, c'est inconcevable, mais un pays comme la Chine, c'est tout à fait concevable. Voilà. Donc tout ça, c'est pour vous montrer quand même la fragilité américaine, car regardez tous ces pays-là qui ont acheté de la dette américaine. Voilà, et imaginez, vous, ben voilà, les leviers de pression que tous ces pays-là ont en réalité sur les États-Unis. Donc les États-Unis est un pays qui est loin, très très loin d'être tout puissant économiquement.
Alors comme c'est très rare qu'on vous donne ce genre de perspective de l'économie américaine, tout du moins, et de qui détient la dette américaine, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'en parler. Alors pour finir sur le côté économique, on va regarder la revue de la population mondiale qui nous donne le taux de pauvreté d'après la Banque mondiale. Et là, via les couleurs, on s'aperçoit que les États-Unis sont à 18%, donc proche des 20% quand même. On voit que la France, 15,6%. On voit la Russie à 11%. Vous voyez? Donc, et l'Angleterre à 18,6%, donc à peu près comme les États-Unis. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Et donc, Donald Trump, avec tous ses projets, bah, il devrait penser à tous ces pauvres Américains d'abord. Hein. Moi, j'avais cru comprendre que c'était Make America Great Again. J'avais cru comprendre que c'était les États-Unis d'abord. Et quand je parle des États-Unis, je parle de la population américaine d'abord, bien sûr. Apparemment, je me suis trompé. Alors concernant les armes à proprement parler ou les systèmes de défense que Donald Trump veut, on va commencer avec Air and Space Forces Magazine qui nous dit le prix du Golden Dome dépassera probablement un demi-billion de dollars, c'est-à-dire plus de 500 milliards de dollars, selon le chef de la force spatiale. Et là, on va voir le témoignage du général Saltzman. Là, on lit la prédiction de Saltzman a été formulée lors d'un événement politico le 15 mai. On lui a demandé s'il pensait que l'estimation de 542 milliards de dollars du Congressional Budget Office pour le système de défense aérienne et antimissile en grande partie basé dans l'espace était excessive. Il a répondu par la négative. J'exerce ce métier depuis 34 ans. Je n'ai jamais vu d'estimation initiale trop élevée, a déclaré Saltzman. Mon intuition me dit qu'un financement supplémentaire sera nécessaire. Alors moi, je vous en avais déjà parlé, et étant donné que bon, bah, je suis les évolutions de l'armement depuis un peu plus de 25 ans, je puis vous dire que cette somme-là, elle peut être à minima multipliée par 2, voire par 3, et peut-être même avec beaucoup de malchance, plus que ça encore. À chaque fois qu'il y a des estimations, les estimations sont grossièrement à rabaisser, évidemment, volontairement, hein, parce qu'ils savent très bien que ça va coûter infiniment plus cher. Et surtout le Congrès, qui a énormément l'habitude de ces projets titanesques. N'oublions pas le F-22, n'oublions pas le F-35, n'oublions pas le B-2 Spirit, et n'oublions pas le projet Star Wars hein, pour remonter encore plus loin. Bref, vous m'avez compris, tous ces projets ont vu leur budget initial complètement exploser et devenir complètement fou. Donc évidemment, les données qu'on nous donne là concernant des budgets, il ne faut vraiment pas leur faire confiance. Et en tous les cas, on peut à minima les multiplier par 2. Et je dis bien à minima. Ici, on a un article de The Avionist qui nous dit les armes nucléaires américaines coûteront près de 1000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Et oui, les nouvelles projections du Congressional Budget Office, hein, toujours le même, évidemment, montrent que l'exploitation et la modernisation des armes nucléaires américaines représenteront un coût de 946 milliards de dollars entre 2025 et 2034. Selon les projections récemment publiées par le Congressional Budget Office, l'arsenal américain coûtera près de 1000 milliards de dollars. Attention! C'est exactement le même principe que je viens de vous dire précédemment. Là, c'est ce que le Congressional Budget Office montre, mais encore une fois, vous pouvez multiplier cela par 2, à minima par 2. Et voilà, c'est toujours la même chose. Donc là, on parle surtout pour changer les missiles intercontinentaux LGM-30 dit aussi Minuteman 3 par les LGM 35 dit Sentinelle
Et c'est ça, c'est ce programme-là, principalement, qui va coûter autant d'argent. Parce que les Minuteman 3 des Américains sont ultra obsolètes, extrêmement vieux. Comparé aux Sarmat russes, c'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Donc ils se lancent là-dedans. Bon, d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, c'est le projet, on va dire, de modernisation le plus sensé, le plus raisonnable, celui qui doit être fait effectivement pour la défense américaine. C'était à noter. Alors là maintenant on va parler du F-47 et d'après Militarny, on a les coûts de développement de l'avion de combat F-47 augmentent de 400 millions de dollars. Donc là vous voyez ça n'arrête pas d'augmenter et ça augmentera toujours. Donc là on en a la preuve immédiate ici avec le F-47. Les coûts ne peuvent qu'augmenter considérablement. Là, le programme NGAD, c'est-à-dire l'avion du futur américain, donc le F-47, a coûté au gouvernement américain pour l'instant 8,73 milliards de dollars. Là, il y a une augmentation de 400 millions de dollars. Et évidemment, ça continuera jusqu'à atteindre des sommes folles. Évidemment, là, on n'en est qu'au tout début du développement. Il n'y a pas encore un budget qui a été décidé pour tout le programme F-47. On n'en est qu'au début du développement, c'est encore un concept. Donc, il n'y a pas de budget. On ne peut pas faire un budget sur un concept. Cela doit être beaucoup plus tangible avant de pouvoir annoncer un budget et que le budget soit voté par le Congrès. Mais en tous les cas, évidemment, ça va prendre des années, peut-être 10 ans, 15 ans avant qu'on ait le F-47. Nous verrons bien, peut-être moins. Bon, bref, tout dépendra des budgets qui seront mis dans ce programme et de la compétence, évidemment, des États-Unis. Bon, bref, nous verrons bien. Alors, autre délire de Donald Trump, puisque la défense, c'est sa marotte. Donc, un autre délire qu'il a annoncé, c'est qu'il veut un F-35 bimoteur. Les experts disent que c'est irréalisable. Nous allons construire un F-55, a annoncé aujourd'hui le président Trump à Doha. Il s'agira de 2 moteurs et d'une mise à niveau majeure du F-35. Fidèle à son penchant pour choquer l'industrie de la défense, le président Donald Trump semble avoir révélé aujourd'hui son intention de développer une version bimoteur du chasseur d'attaque interarmé F-35 connu sous le nom de F-55, ainsi qu'un F-22 super amélioré. Donc non seulement il veut un F-35 bimoteur, mais il veut un F-22 super amélioré. Mais l'ancien secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, s'est dit perplexe face aux propos de Trump et les analystes ont affirmé que ce que le président a décrit constituera un projet d'ingénierie extrêmement complexe, comparable à la création d'un avion entièrement nouveau. Ils ont également remis en question l'opportunité de consacrer un budget limité à un F-35 bimoteur de pointe, alors que le F-47, récemment annoncé, est déjà prévu pour occuper ce créneau. Bref, Trump, fait du Trump, hein, c'est complètement délirant. Golden Dome, F-35 bimoteur, refonte complète de l'armement nucléaire, etc. Quoique ça, exceptionnellement, ça peut passer pour raisonnable. Mais bref, tout ça coûtera une fortune, argent que les États-Unis dilapident déjà bien assez. Cela ne se fera jamais, bien évidemment. Je suis complètement d'accord avec les experts pour dire que c'est réalisable. Les États-Unis ne peuvent se concentrer que sur le F-47, qui déjà n'est qu'un concept, coûtera une fortune absolument incroyable, un équivalent de projet de F-22 ou de F-35, si vous voulez, et qui aura les toutes dernières technologies qui ne sont même pas encore au point aux États-Unis.
Bref, tout cela prendra bien des années, sans compter qu'on ne parle même pas là de la production en série de cet appareil. Bref, je serais surpris de voir un prototype de pré-série d'ici 7 ou 8 ans. En tous les cas, bon, nous verrons s'ils en sont capables, mais pour moi, cela prendra beaucoup plus de temps. Nous verrons bien. Autre projet de Trump, le projet Stargate, là, avec le journal Le Monde. Stargate, le projet de 500 milliards de dollars de Trump pour stimuler l'intelligence artificielle. Mardi, Trump a dévoilé le projet Stargate lancé par Oracle, OpenAI, SoftBank, visant à construire des centres de données géants pour la prochaine génération d'IA. Ce projet prévoit un investissement immédiat de 100 milliards de dollars, qui atteindra 500 milliards de dollars d'ici 2029. Voilà, encore un énième projet pour Make America Great Again, donc pour faire que l'Amérique soit à nouveau grande. Nous verrons bien ce qu'il en sera, mais en tous les cas, je suis beaucoup moins optimiste que Donald Trump. Et n'oublions pas les trois énormes aspirateurs d'argent américains que sont l'Ukraine, Israël et Taïwan. Et oui, donc là, le Council Foreign Relations a calculé que les États-Unis avaient déjà envoyé 175 milliards de dollars à l'Ukraine. Alors évidemment, ça, ces chiffres souvent cités par les médias, en réalité, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises sur les points sur l'Ukraine, les États-Unis ont donné environ 247 milliards de dollars à l'Ukraine depuis 2014 si on compte absolument tout. Et oui, 247 milliards de dollars à l'Ukraine depuis 2014. N'oublions jamais cela. Et n'oublions pas Israël, bien évidemment. Là, on a l'administration Trump contourne le Congrès pour envoyer 4 milliards de dollars à Israël et bloque l'aide à Gaza. Israël a annoncé dimanche qu'il rétablissait son blocus des ressources de base à destination de Gaza. Attention, c'est un article du 4 mars 2025. Et cela n'a pas changé au moment où je vous parle. Là, c'est le 4 mars. Là, la vidéo date du 21 mai. Ça n'a pas changé. Donc là, oui, vous avez bien lu, Trump envoie 4 milliards de dollars à Israël sans le consentement du Congrès. Alors, c'est déjà très très limite. Ça veut dire que Trump met tout son pouvoir possible pour absolument donner des milliards à Israël. Donc ça, c'est très fort. Il attend même pas l'aval du Congrès. Congrès qui aurait donné son aval à mon avis, sachant que 4 milliards de dollars à Israël, bah, c'est ce que donnent les États-Unis en moyenne tous les ans, de toute manière, avec des fois des montants beaucoup plus élevés, hein. Le record, c'est Barack Obama qui, en une fois, hors les donations annuelles, avait donné 36 milliards de dollars à Israël pour la création de l'Iron Dome. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Vous voyez que en plus, l'énorme hypocrisie de l'administration Trump qui, avec Israël, bloque l'aide à Gaza. Il n'y a pas que Israël qui bloque l'aide à Gaza. On a les Américains qui, de concert avec Israël, bloquent l'aide à Gaza. Puisque comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos concernant Israël, et comme quoi j'avais eu le nez creux, comme on peut dire, hein, où l'analyse était fort bonne, je vous avais dit que l'administration de Trump n'avait qu'un seul but, c'est d'éradiquer la Palestine, hein, et de se débarrasser des Gazaouis, entre autres, hein, bien, et des Cisjordaniens aussi, tous ceux qui vivent en Cisjordanie, tant qu'à faire. Parce que l'administration Trump, qui adore absolument Israël malgré tout ce qu'on vous entendez dans les médias où Trump dit des fois je suis pas content avec Netanyahou. Mais évidemment tout cela n'est qu'hypocrisie pure. Donc vous voyez là la vraie face de l'administration Trump et donc de Trump. Tout est dans l'hypocrisie absolue, donc ne croyez en rien ce que vous voyez dans les médias concernant l'administration américaine qui serait pas contente de Netanyahou.
On finit avec Taïwan, Associated Press, qui nous dit un programme d'aide militaire américain de 8 milliards de dollars à Taïwan renforcera la confiance dans la région selon le président élu, selon le président taïwanais. Un plan de défense de 8 milliards de dollars approuvé par la Chambre des représentants des États-Unis au cours du week-end renforcera la dissuasion contre l'autoritarisme de la chaîne d'alliés du Pacifique occidental, a déclaré mardi le président élu de Taïwan. C'est un article du 23 avril 2024. Donc ça, c'est un plan de 8 milliards que les États-Unis ont donné récemment à Taïwan, mais évidemment, ça fait des années et des années que les Américains renforcent Taïwan, exactement comme l'Ukraine, pour parer justement une éventuelle invasion chinoise. Et ça fait des années et des années que les États-Unis renforcent la protection de Taïwan. Là, c'est 8 milliards. Je n'ai pas pu trouver le budget complet qui a été alloué à Taïwan depuis moult et moult années. J'ai pas pu trouver ça, mais je me doute que c'est en dizaines de milliards de dollars après toutes ces années de renforcement de Taïwan. Alors certes, Taïwan achète principalement les armements américains, mais même s'il les achète, cet armement n'est pas dans le stock américain. Et c'est pour ça que Taïwan est aussi un aspirateur. Certes, c'est l'aspirateur le plus doux vu que lui achète l'armement américain, mais c'est d'autant moins dans les stocks américains, je le répète, ce qui affaiblit l'Amérique, qui doit fabriquer et donc mettre son complexe militaro-industriel au maximum de ses capacités en permanence pour donner de l'armement à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan. Taïwan achète certes le matériel, comme je viens de vous le dire, mais en attendant, cela épuise l'armement américain. Bref, Donald Trump, je ne crois pas qu'il ait pensé à tout cela. Il vit dans son monde de milliardaire et il semble totalement ignorant de ce qui se passe en réalité sur le terrain de son propre complexe militaro-industriel. Lui, c'est un commercial et ça se voit. Hein. Il n'a aucune idée de ce qui se passe en réalité sur le terrain, à tous les niveaux, même économiques, comme on l'a vu avec les taxes douanières qu'il a fixées au monde entier, à part à la Biélorussie et à la Russie. Donc là, il fait des reculades énormes quant à ces taxes douanières, principalement avec la Chine, se rendant compte que c'était une erreur gravissime pour lui-même, hein, c'est-à-dire pour son propre pays, exactement comme l'Occident avait fait des sanctions à la Russie, s'apercevant trop tard, bien trop longtemps après, que ça leur revient en boomerang en pleine face, et qu'en réalité, qui est le plus handicapés, ce sont les Occidentaux, donc c'est l'arroseur arrosé. Et on voit ici avec Trump un amateurisme absolument gigantesque. Évidemment, ce qui est normal avec Donald Trump, puisque Donald Trump étant un pur commercial qui ne connaît strictement rien en réalité à l'économie, à son complexe militaro-industriel et même à son fonctionnement sociétal, le fonctionnement même des États-Unis. C'est du pur amateurisme. On voit qu'il vraiment il navigue à vue. Donc en gros, il va là où le vent le porte. À chaque fois, il n'a aucune vision. Je parle réel, hein, raisonnable. Il essaye de faire à chaque fois du grandiose, du scoop, du grandiloquent, du prestigieux, mais sans rien connaître de ses dossiers. Donc c'est assez malheureux là-dessus. Peut-être qu'il apprendra avec le temps. Nous verrons bien. Alors j'aimerais quand même, pour adoucir le portrait que je vous donne de Donald Trump, j'aimerais quand même préciser que quand il a été élu, j'ai été très content. Hein, c'était de loin le meilleur candidat possible pour les États-Unis et que évidemment ces trois combats, ces trois causes qui font qu'il est unique et très important, c'est-à-dire son combat contre le wokisme, contre l'État profond et pour la liberté d'expression,
en font de lui quelqu'un d'exceptionnel à ce niveau-là. Cela dit, pour faire un bon président, il ne suffit pas de s'appuyer sur ces trois choses-là. Ça ne suffit pas et de très loin. Malheureusement, il est ce qu'il est, Donald Trump, et malgré ces trois avantages énormes comparés à tous les autres présidents de l'Occident, eh bien, je le répète encore une fois, ça ne suffit pas malheureusement. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.